Bonsoir, bienvenue dans le 7-8 journal de TV 78, 26 minutes pour faire le tour de l'actualité locale. Voici les titres de ce mardi 15 octobre. Chaque année, un Français produit en moyenne 350 kg d'ordures ménagères. Certains habitants se sont lancés dans une démarche de réduction. Un défi zéro déchet se déroule en ce moment dans le centre et le sud des Yvelines. Reportage et invités en plateau. Maïtena Biraben et Gad Elmaleh comme lecteurs, 1000 jeunes pour composer et tester leur niveau d'orthographe. La dictée pour tous se déroulait samedi au château de Versailles. Le thème cette année, la citoyenneté. Et puis le parcours du Tour de France 2020 a été dévoilé ce matin. Ce n'est pas une surprise, la dernière étape partira des Yvelines. Mystère levé sur la ville départ Mantes-la-Jolie, d'où les coureurs s'élanceront le 19 juillet. Mais avant de développer ces titres, visite au sein de ce chantier. Le centre commercial Open Sky doit ouvrir ses portes au printemps 2020 à Plaisir. Les travaux sont lancés sur place depuis janvier 2017. Le site qui comprendra une trentaine de commerces et un cinéma. Le point avec Nicolas Dandry. C'est une question de mois maintenant. Entre mars et avril 2020, le centre commercial Open Sky de Plaisir va ouvrir ses portes. Une trentaine d'enseignes sera installée au sein de cette infrastructure. Ici, nous sommes dans la galerie marchande, dans cette belle galerie qui sera couverte par une toiture dans une matière qu'on appelle l'ETFE, qui est une matière qui à la fois protège de la pluie mais permet la transparence. Les premiers magasins sont en train d'être livrés aux preneurs. C'est le cas notamment de Primark, la cellule qui est tout au fond vers moi. Et donc, ce qui commence maintenant, c'est cette phase d'aménagement pour les différents magasins, d'aménagement intérieur, alors que le reste du chantier est en train, lui, d'être complété et terminé. Des baies vitrées, du marbre sur les façades, 200 personnes travaillent actuellement sur le chantier. D'un côté, une zone commerciale fermée et de l'autre, une partie ouverte sur l'extérieur. Juste derrière moi se trouvera au moment de l'ouverture un escalier monumental qui descendra jusqu'à la partie ouverte, la partie retail park du projet, avec en bas un miroir d'eau autour duquel s'articulera une zone de restauration. On voit la structure métallique qui est en train d'être montée, sur laquelle va venir se positionner ce qu'on appelle la vêture du bâtiment, c'est-à-dire son enveloppe extérieure, ce qui sera vraiment vu par les utilisateurs qui arrivent par la route. Là, vous êtes en train de faire le trajet qu'effectuera un véhicule en arrivant sur ce site, en empruntant les allées pour aller vers les parkings souterrains. Open Sky va renforcer le dynamisme de la zone commerciale Plaisir les Clés-sous-Bois. À la clé, plus de 300 emplois vont être créés. Avec moi en plateau, Maria Diaz-Munoz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission énergie et animation à l'ALEC Sky, c'est l'agence locale de l'énergie et du climat. Avec vous, on va parler du défi zéro déchet qui a été lancé depuis un mois déjà. Des familles du centre et du sud Yvelines y participent. Pendant 3 mois, ils vont peser leurs poubelles, réorganiser aussi leur mode de vie et de consommation. Mathilde Demier est allée à la rencontre de 2 familles zéro déchet à La Verrière. La voix de ce reportage signée Manon Varaldo. Plus de carton ni de plastique dans la cuisine zéro déchet de Valérie et Cyril qui se sont lancés dans ce mode de vie depuis 3 ans. Il n'y a plus que des bocaux, des fruits et légumes et des boîtes en verre qui contiennent des produits frais. On va en grande surface, on va sur le marché, on va dans les magasins bio et on amène nos bocaux, on amène aussi des sacs. Parce que beaucoup de bocaux, ça peut faire lourd à la fin dans le cabas, donc du coup on prend ses sacs à vrac, des sacs en tissu, des sacs en papier, on arrive ici et on les verse dans les bocaux. Depuis 1 an, la famille Klein a créé le collectif Very Green pour partager leurs recettes et astuces zéro déchet. Pour changer leurs habitudes, Cyril conseille d'y aller pas à pas. Il faut y aller petit à petit. Tiens, je vais essayer de faire un déodorant. Tiens, je vais essayer de changer de dentifrice. Je vais essayer de faire telle ou telle chose dans la cuisine où je vais faire mes courses en vrac. Ça a été une de nos premières démarches. C'est vraiment plus dans la cuisine. En étant 5 à la maison, cela peut paraître compliqué, mais les Thomas, qui sont membres du collectif Very Green, ont déjà commencé à changer leur habitude de consommation. Typiquement, on n'achète plus d'eau en bouteille. C'était une habitude qu'on avait avant. Aujourd'hui, on prend l'eau du robinet, on la met dans des récipients en verre, donc recyclables. On utilise toujours les mêmes. On les nettoie de temps en temps, bien sûr. On commence déjà aussi à faire des produits d'entretien et des produits cosmétiques nous-mêmes, avec des recettes vraiment très simples.
Morgane, la benjamine de la famille Thomas, est conquise par le zéro déchet et le fait maison. Elle fabrique depuis peu ses savons avec ses parents. Par exemple, les shampoings on fait parce que quand tu vois le plastique qu'il y a autour, tu te dis déjà il y a du plastique donc faut pas trop prendre. Et quand tu les fais soi-même déjà c'est bien, tu partages des trucs par exemple moi avec ma maman ou mon papa. Une prise de conscience pour ces familles qui s'investissent de plus en plus dans le zéro déchet. Ils ne feront pas machine arrière. Very Green, donc, qui est partenaire de ce défi zéro déchet comme plusieurs associations yvelinoises. L'opération a débuté, Maria Diaz-Munoz, depuis le 13 septembre et se poursuit jusqu'au 1er décembre. Et elle est organisée, je le disais tout à l'heure, par l'ALEC Sky, l'Agence locale de l'énergie et du climat. Qu'est-ce que l'ALEC, justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, quelles sont vos missions ? Alors, l'ALEC, c'est le référent local centre et sud des Yvelines pour toutes les questions en ce qui concerne la maîtrise de l'énergie et du climat. On a principalement un rôle d'accompagnement et des conseils auprès des particuliers, des collectivités, du grand public en général, des écoles aussi. Et voilà, dans cet accompagnement, on a le conseil FAIR, le conseil Infoénergie, où les gens ils peuvent nous contacter pour toutes les questions en lien avec la rénovation énergétique, économie d'énergie. Voilà, je veux changer ma chaudière, j'appelle l'ALEC pour avoir des renseignements. Donc une mission principale finalement sur l'énergie. Là, pourquoi proposer cette opération qui concerne, elle, les déchets, ce défi zéro déchet ? Alors, réduire les déchets, ça veut dire faire des économies d'énergie aussi. Et voilà, du coup, c'est une thématique de l'ADEME. Il a été toujours présent dans le défi famille énergie positive. Et en fait, c'est la 3e édition chez l'ALEC. Du coup, on s'est décidé à le faire. Donc il y a un vrai lien entre gestion des déchets et préservation de l'environnement, du climat. Oui, tout à fait. Et réduire les déchets, ça veut dire limiter la pollution. On va limiter, on va réduire déjà la quantité de plastique présente aujourd'hui dans les océans, dans le sol, toutes les particules existantes. On va aussi faire des économies d'énergie et limiter les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement des déchets, la transformation des matériaux. Voilà, il faut savoir que 3% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à ce traitement des déchets. Et du coup, les objectifs d'une telle opération, on a vu dans le reportage 2 familles, une qui est totalement initiée et qui pratique depuis 3 ans le zéro déchet, une qui s'initie tout juste, c'est de donner finalement les clés à ces personnes pour aller vers une réduction des déchets. Dans le défi ? Oui, dans le défi, oui, tout à voilà, fait. En effet, le défi, en fait, il y a deux périodes. Une période de référence où les gens ils vont pas changer ses habitudes. Et ensuite, il y a... le reste, c'est une période de changement. Ils vont appliquer les gestes qu'ils vont apprendre pendant le défi. Il va y avoir une série d'animations, des ateliers, des conférences. Et vous pesez tout au long de ce défi leurs déchets ? Oui, voilà, il faut peser les déchets une fois par semaine, les dimanches. Et comme ça, ils ont un suivi de leur évolution. Et toutes ces animations, conférences, ateliers sont animés en grande partie par les associations qui participent. Les associations partenaires du territoire tels que Very Green, qu'on a vu tout à l'heure. Non, vous le disiez, c'était pas la première fois. Il y avait des expérimentations auparavant qui avaient été menées sur le zéro déchet, avec une trentaine de familles. Là, on est passé à un plus grand stade. Il y a plus de familles qui y participent. Voilà. Cette année, on a 190 familles. L'année dernière, on a eu 212. C'était 700 personnes sensibilisées. Et cette année, on a 190. Oui. Donc c'est-à-dire que le bilan est positif chaque année, c'est pour ça aussi que vous la reproposez ? Oui, le bilan il est très positif, les gens sont très motivés, on voit rapidement que les inscriptions sont... les gens s'inscrivent rapidement. C'est un sujet que ça leur attire, que ça leur motive. Oui.
L'année dernière, on a eu 39% de réduction des ordures ménagères. Et vous parliez d'une première phase où ils pèsent seulement leurs déchets, ensuite une seconde phase où ils vont mettre en pratique les différentes actions. Ça veut dire que vous les accompagnez tout au long de ce défi, ces 3 mois. Il y a différentes actions, peut-être des réunions aussi sur le sujet. Voilà, il y a 3 réunions principales. La réunion de lancement qui a été lieu le 13 septembre, vendredi 13. Ensuite, il y a eu une réunion intermédiaire. Là, on a fait une espèce de forum des gestes à appliquer. Du coup, il y avait différents stands avec les différents gestes pour réduire la poubelle. Il y aura une rencontre des clôtures en janvier pour faire un bilan. Ça va être en format repas zéro déchet. Et ce jeudi, alors il y a une conférence, c'est peut-être lié aussi à ce temps du défi zéro déchet, une réunion qui est ce jeudi au théâtre Alphonse de Dest à Coignères. Là, la thématique, quelle est-elle ? C'est la réduction des déchets et ça va être une réflexion sur les impacts environnementaux et sanitaires des déchets dans notre vie quotidienne et comment faire pour les réduire, des petites astuces pour les réduire. Donc le lien entre gestion des déchets et santé directement. Voilà. Et environnement aussi. Environnement. Oui. Et c'est une conférence à laquelle participe Aline Gubry. Qui est-elle, Aline Gubry ? Et Aline Gubry, c'est une jeune fille. Je pense qu'elle a 25 ans. Et elle est consultante en développement durable et économie circulaire. Et ça fait 5 ans qu'elle essaye de vivre, de faire de presque zéro déchet. Sa poubelle par an pèse, ordures ménagères, là on parle d'ordures ménagères, c'est 105 grammes. Vous voyez, que 105 grammes. Et elle a publié un livre en 2017, et Zéro plastique et zéro toxique, qui a vendu, je pense qu'il a vendu plus de 15 000 exemplaires. Et elle est aussi fondatrice d'un blog qui s'appelle Consommons sainement. Donc elle va venir partager son expérience. Si on ne participe pas à ce défi zéro déchet, on peut quand même venir à la conférence. Et c'est une conférence ouverte à tout le monde. Et qui est au programme donc ce jeudi à 19h au théâtre Alphonse Daudet à Coignères. Toutes les informations à retrouver sur le site de l'Alex Sky qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Maria Diaz-Munoz d'être passée en plateau chargé de mission énergie et animation à l'Alex Sky. Et on aura l'occasion de vous recevoir, peut-être vous, peut-être quelqu'un d'autre de l'Alex Sky pour faire un bilan à la fin de ce défi zéro déchet. Oui, pourquoi pas. L'invitation est lancée. Merci d'être passé en plateau. Dans l'actualité également, la mobilisation lancée par les facteurs de Versailles. Depuis lundi, ils mènent un piquet de grève devant le centre de tri de Porche-Fontaine qui concerne aussi les communes de Buc, Jouy-en-Josas, Les Loges et Viroflay. Et les postiers sont vent debout contre la prochaine réorganisation qui doit intervenir en octobre. Des postes sont menacés et ils dénoncent aussi une mauvaise ambiance au sein de leur service et demandent le départ de leur direction. Demander le départ de la direction locale parce que c'est elle en fait qui est à l'origine un peu de tous les problèmes. Il y a une réorganisation, un gros plan de suppression d'emplois dans un mois en fait, où il y aura quand même une dizaine de tournées de facteurs qui vont être supprimés sur Versailles et les communes alentours. Les facteurs qui devaient justement rencontrer leur direction cet après-midi, la grève qui est reconduite pour demain mercredi. Un an après sa première édition, l'entrée dans village revenait au domaine du Mérentais à Magny-les-Hameaux. L'objectif, faire le point sur les dispositifs qui permettent de soulager les aidants. Marie-Lénia Pichino et Patrick Jacques de Dixmude. On recense 11 millions de personnes aidantes en France. Elles assistent de façon quotidienne un proche en perte d'autonomie. Des situations difficiles qui peuvent conduire à l'isolement. Pour les soutenir, l'Institut de promotion de la santé de Saint-Quentin en Yvelines organisait son 2e village entre aidants. Ce village, en fait, a pour vocation de faire découvrir des activités ludiques de manière à proposer une pause un peu dans le quotidien qui peut être quelquefois un peu lourd. Ça permet aussi d'aller à la rencontre de professionnels qui sont acteurs de l'accompagnement du territoire. Ça permet aussi de s'informer sur les aides légales, mais aussi les aides extra-légales qui existent et sur lesquelles ils peuvent prendre appui. Parmi les stands, le comptoir des aidants pour informer et conseiller ces derniers. Il y a plein d'associations sur le territoire de la ville nouvelle de Saint-Quentin qui œuvrent pour aider à la fois les personnes et leurs proches. Donc ça permet vraiment de découvrir toute la palette associative qu'il peut y avoir.
Il ne faut vraiment pas aller dans la douleur, il peut y avoir des douleurs. Un temps pour s'informer, mais aussi un temps pour soi. Plusieurs ateliers étaient proposés pour se détendre et passer un bon moment. Je connais bien la maladie. Et ça aide. Il y a des moments de dépression quand même. C'est pour ça que moi je me fais aider par tous ces trucs-là. Une rémunération pour le congé du proche aidant est en réflexion dans le projet de loi de la Sécurité sociale pour 2020. Mais plus qu'un soutien financier, cette journée à l'entrée d'un village a rempli son objectif de soutien moral. Elle a les yeux de revolver, elle a le regard qui tue. La saison estivale s'est clôturée le 21 septembre dernier, l'occasion pour le département de dresser son étude annuelle sur la fréquentation touristique. Un été 2019 considéré comme un bon cru dans la lignée de 2018. 18% des sites enregistrent une fréquentation inhabituelle entre juin et août. Année record par exemple pour le musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye qui enregistre une progression de 24% d'entrées. Meilleure année depuis 50 ans, c'est ce que dit la direction du château de Breteuil à Choiseul. Plus 16% de fréquentation aux eaux de safari de Thoiry. Stabilité enfin du côté du château de Versailles avec plus de 3 millions de visiteurs enregistrés. En revanche, le bilan est plutôt mitigé du côté des hôteliers. 68% d'entre eux estiment que la saison a été moyenne, voire mauvaise. Au château de Versailles, justement, c'était samedi, la dictée pour tous était organisée par les associations Force de Mixité et Nouvelles du Vivre Ensemble. Elle a été lue devant 1000 jeunes par Maïtena Biraben et Gad Elmaleh. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Manon Varaldo. Élèves de primaire, collégiens, lycéens, mais aussi adultes, stylo en main, testent leur niveau d'orthographe avec cette dictée pour tous. Le thème de cette année, la citoyenneté. Il y a une vingtaine, trentaine de jeunes en situation de handicap qui sont là, qui vont faire la dictée avec leurs accompagnateurs, avec leurs parents. C'est ça le vivre ensemble. Une dictée sur la citoyenneté avec un public extrêmement divers et varié. C'est tout simplement ça, le vivre ensemble. Faire une dictée sur la citoyenneté, liberté, égalité, fraternité dans un moment où personne ne se ressemble, personne n'est ensemble, personne ne se réunit. Évidemment que je suis là. Of course, je suis là. Maïtena Biraben et Gad Elmaleh ont lu cette dictée pour tous devant 1000 jeunes venus parfois de loin. Sans même faire des blagues, ma réaction à ces mots-là va être assez naturelle. Il y a des mots, je ne veux pas les dévoiler tout de suite, mais il y a des mots qui prêtent à rire et qui prêtent à la perplexité. Parmi les pièges de cette dictée, holique, idyllique ou encore le terme onicophage. Elle est difficile et après c'est un enjeu personnel parce que j'ai fait littéraire. Si je fais des fautes là, je l'aurais vécu comme un échec, quoi. Il y a des mots que je ne connais pas. Donc j'essaye, en décomposant un petit peu la racine, d'essayer de retrouver l'orthographe. La dictée pour tous, créée par Abdellah Boudour, a vu le jour en 2013 sur la dalle d'Argenteuil. 237 dictées au compteur plus tard. C'est au château de Versailles, à la Galerie des Batailles, que le rendez-vous a eu lieu. Des fois, on a du mal avec la barrière de la langue française, l'orthographe. Et là, le fait qu'il y a de grandes personnalités, ça soit dans un lieu symbolique, ça fait que tout le monde est venu et il y a eu vraiment un engouement. Et j'espère que ces familles-là et ces associations de quartier, ils vont garder ce souvenir. Prochain objectif, faire cette dictée pour tous dans un autre lieu emblématique, à la Tour Eiffel. Le sport et plus précisément du cyclisme. La présentation du parcours officiel du Tour de France 2020 était organisée ce mardi et le peloton s'élancera une nouvelle fois depuis les Yvelines pour rejoindre les Champs-Élysées lors de la dernière étape. Bonsoir Mickaël Elmidoro. Bonsoir Grégory. Journaliste sport de la rédaction de TV78. Les Yvelines, ce n'est pas une surprise, on ne savait pas en revanche le lieu de cette dernière étape. Quelle ville a été choisie ? Après Houille en 2018 et puis Rambouillet en 2019, les Yvelines vont accueillir pour la 3e année consécutive la Grande Boucle. Cette année, c'est la ville de Mantes-la-Jolie qui a été retenue pour recevoir l'événement le 19 juillet prochain. La dernière fois que la ville a vu passer le Tour, c'était en 2014 lors de l'étape Amiens-Chartres. On écoute les réactions du directeur technique national de la Fédération française de cyclisme, Christophe Manin. Il y a une approche intéressante pour arriver jusque dans Paris, mais Mantes-la-Jolie, on se souvient du championnat de France en 2018, qui a été une belle réussite avec un joli parcours qui avait fait la sélection. Voilà, moi je suis très heureux de ce choix de Mantes-la-Jolie.
Mantes-la-Jolie et donc les Yvelines, ce n'est pas une surprise, Mickaël. Non, pas vraiment, Grégory. Souvenez-vous, le département des Yvelines et le groupe ASO, organisateur du Tour de France, avaient signé en mars 2019 une convention pour accueillir les dernières étapes du Tour de France jusqu'en 2023. Seule la ville de départ changera chaque année. On écoute Alexandre Joly, vice-président délégué au sport. Il nous explique les raisons de cette convention. Il faut se souvenir que 2024 sera l'année des Jeux Olympiques et que le département accueillera le vélo. Mais au-delà de ça, le vélo dans les Yvelines, c'est un vélo partage, c'est un vélo pour visiter, c'est aussi un vélo santé, c'est un vélo pour tous, puisque le département a 850 km de voies cyclables. Cette année, près de 20 000 personnes sont venues à Rambouillet pour voir le Tour de France et le Colombien Bernal en jaune. Mantes-la-Jolie espère faire mieux, faire aussi bien, voire mieux. On a hâte, Mickaël, et aussi découvrir le parcours complet de cette dernière étape qui partira donc de Mantes-la-Jolie. Merci pour ces précisions. Ce week-end prenait fin également la fête de la science. 50 ans en Yvelines proposé pour l'occasion un village des sciences du vendredi au dimanche à la commanderie à Elancourt. Marilène Yapichino et Mélanie Poquet l'ont exploré. Ils ont la tête dans les étoiles. Dans ce casque à réalité virtuelle, ils se baladent dans le ciel de la nuit précédente. On est comme un cosmonaute, on est dans l'espace. C'est assez impressionnant, c'est assez déroutant. Ce planétarium est l'une des animations proposées au sein de ce village des sciences installé durant 3 jours à la commanderie à Elancourt. C'est l'occasion de faire découvrir aux gens un ciel qu'ils ne voient plus en fait dans les villes. Et puis c'est l'occasion aussi pour les jeunes de leur donner envie de faire de la science. Depuis 12 ans, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines rassemble laboratoires, entreprises, universités et associations pour présenter la science à un large public. Chaque stand a finalement un double discours, à la fois pour un public familial. En médiation scientifique, on doit savoir s'adapter à tout public. Donc faire une proposition qu'on dit vulgarisée pour les plus jeunes et plus approfondie pour les adultes. En famille, les visiteurs pouvaient notamment jouer les apprentis chimistes ou observer le soleil à l'aide de cet appareil qui filtre la lumière. On a l'habitude de voir ou d'entendre les astronomes qui parlent des étoiles, mais c'est vrai qu'on a plus rarement l'occasion de voir la nôtre, le soleil, et ouais, les gens sont assez curieux en général. Les tableaux périodiques ont pris place dans la salle des gardes. Les mesures étaient le thème départemental de la fête de la science. On apprend plein de choses, même à nos grands âges. J'ai regardé des pierres au microscope, j'ai regardé aussi des pierres, j'ai fait de la science et j'ai tapé sur un clavier, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est intéressant. Plus d'1 millier de personnes ont profité de ce village pour toucher la science du bout des doigts. À Montigny-le-Bretonneux, l'exposition de modélisme multidisciplinaire s'est tenue le week-end dernier à la ferme du Manet. Sur place, des stands de bateaux, de trains, des circuits de voitures, des bassins et des associations venues de toute l'Île-de-France à l'invitation des amis des flots et des passionnés des trains. 2 jours d'événements pendant lesquels sont venus 4500 visiteurs grâce notamment à un changement de lieu pour cette édition. Mélanie Poquet pour les interviews. Devant le succès qu'on avait rencontré il y a 2 ans, en mars 2018, tout nous a poussé à faire plus grand. Nous avons réussi à avoir une salle 4 fois plus importante, donc ça nous a permis de faire venir d'autres associations et d'augmenter notre présentation et pour le public. Quand on a vu le succès qu'il y en avait dans une autre salle de Montigny, 1800 et quelques entrées, j'ai dit aux 2 présidents, celui du train et des bateaux, d'écouter, il faut vraiment qu'on essaye de monter une exposition sur une autre dimension et donc pourquoi pas le faire à la ferme du Manet. Un événement qui fait frétiller les papilles. Le Salon du chocolat se déroulera du 30 octobre au 3 novembre à Paris. Une robe en chocolat y sera présentée, l'œuvre d'une rencontre entre artisans. L'Arène Astrid, implantée notamment dans les Yvelines, et 2 autres maisons qui ont décidé de s'unir pour cette création qui mêle broderie, chocolat et broderie. Je l'ai déjà dit, Marilène Yapichino s'est glissée dans l'atelier pour cette préparation. Au fond de cet atelier à Savigny-sur-Orge, 4 artisans se concentrent sur une surprenante création. Vous voyez pas ? Et là, ça marche beaucoup mieux qu'une fois que c'est entre guillemets nettoyé.
L'atelier Florey-Brissé pour la broderie, les deux frères de l'atelier Thierry pour la dorure et la chocolaterie à la Reine Astrid pour le chocolat. Ce trio de maisons d'artisanat s'est uni pour créer une robe en chocolat qui défilera au 25e Salon du chocolat de Paris. À la base, Florey-Brissé, designer textile, c'est elle qui a imaginé et fabriqué la structure de la robe. En général, la broderie ou le travail de dorure à la feuille sont des éléments décoratifs qui sont ajoutés par-dessus le vêtement ou l'élément décoratif. Ici, c'est ce travail-là qui est mis en avant en élément structurel, d'une certaine manière. Le plastron, en plastique, est donc brodé. Il a nécessité 90 heures de travail avant de pouvoir être recouvert de chocolat. Donc là, voilà une petite couche de vernis. Nicolas Morin s'occupe du chocolat. Pour s'assurer qu'il se maintienne, il applique une couche de vernis, puis du chocolat brut, une deuxième couche de vernis et termine avec de la poudre de cacao pour donner une texture à la robe. Donc le chocolat, il faut qu'il soit quand même assez fin, finalement. Parce que s'il est trop épais, et si on l'applique de manière trop épaisse, il risque de se passer qu'avec son propre poids et avec les mouvements qu'il y aura du coup au moment du défilé, eh ben, ça se décolle. Pour mettre en valeur le travail de broderie, les frères Thierry s'occupent de la dorure, un savoir-faire familial. On travaille ensemble maintenant depuis 10 ans tous les deux et notre sœur nous a rejoints tout récemment. Tous deux se relaient pour appliquer la colle puis déposer les feuilles d'or, un matériau très fin qui ne peut être pris à la main et nécessite l'utilisation d'une palette en poil de martre. C'est pas un tic, c'est son nom pour qu'on fait ça. C'est pour graisser un peu la palette, on peut la passer sur les cheveux ou pour avoir un petit peu d'électricité statique, on la graisser un peu et c'est pour pouvoir attraper la feuille relativement facilement. Au bustier viendra s'ajouter une jupe drapée tout en souplesse et les doreurs ornementeront la peau d'Elisabeth Chungi, la journaliste franco-camerounaise choisie pour porter la robe. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire défiler une robe au Salon du chocolat et en fait mon engagement au Cameroun depuis quelques années fait que tout naturellement on s'est dit que ça serait sympa de faire un truc qui tourne aussi autour du Cameroun. La robe défilera au milieu de 22 autres lors de la soirée inaugurale du Salon du chocolat le 29 octobre. Quant à la chocolaterie de la Reine Astrid, vous pouvez la retrouver tout le long du salon, stand D42. C'est la fin de ce journal. Demain, mercredi, vous nous retrouverez depuis l'Université des Mairies au Port-Marly pour une série d'émissions en direct et c'est à retrouver toute la journée. Belle soirée sur TV78.